Bonsoir à tous, bienvenue, il est exactement 20 h. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. Poursuite des travaux d'aménagement et de réhabilitation des voiries urbaines, la pelle mécanique en action à Okala dans le nord de Libreville. Les démolitions des habitations ont démarré en vue de la réhabilitation du projet de la voie de contournement. Politique, le gouvernement Billy Binzé I subit de vives critiques sur le non-respect du quota des femmes conformément aux dispositions de la loi 9/2016 portant accès des femmes aux emplois supérieurs de l'État. Et puis en sport, nécrologie, la longue pluie et dommage du monde sportif. Alain Dacosta Suarez, le coach émérite de la sélection gabonaise, s'est éteint à Libreville lundi dernier. Société, en ouverture de cette édition d'information, les travaux de démolition dans le cadre du projet de contournement de l'aéroport se poursuivent dans la zone d'Okala. Première pompe, les techniciens de la société Afcon et ADL sont à pied d'œuvre. Jessica Ondjoa pour le constat. Après la phase d'identification des logements, l'indemnisation place à présent à la démolition. Les travaux débutés il y a environ 2 semaines sur le projet de construction de la voie de contournement de l'aéroport de Libreville font déjà l'objet de grincements de dents à propos des montants des indemnisations. Nous sommes d'abord impactés, nous perdons les maisons, nous perdons aussi un peu la majorité de notre vie sur ce projet parce que on a eu à grandir ici, on a eu à naître ici. Bon. Nous, on n'a rien contre l'évolution de la ville, mais le seul souci, c'est qu'on a été payé en monnaie de singe. L'évaluation a été mal faite. Quand on fait le compte expertise sur l'évaluation, sur cette évaluation que les gens ont eu à faire, la société qui est chargée de nous payer ne tient pas compte du compte expertise. Vous voulez qu'on fasse quoi? L'État veut travailler pour que la voie soit un peu vaste. Mais c'est bon, je suis tellement très content. Donc c'est pour ça que vous voyez, on casse les maisons qui sont au creux de la voie. L'équipe de ADL et la société Afcons sont bien. Le syndicat national des magistrats du Gabon a suspendu il y a près des mois les audiences sur l'ensemble du territoire national, un moyen de pression pour obtenir satisfaction de leurs revendications. Quel est le contenu justement de ces revendications et comment se gère ce mouvement de grève? Pour en parler sur ce plateau, nous recevons Juste Ambouroué Ogandaga, vice-président du SINAMAG. Monsieur Juste Ogandaga Ambouroué, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, avec vous, est-ce qu'on peut déjà avoir, si vous voulez, le contenu des revendications liées à votre mouvement de grève? Bien. Permettez-moi d'abord de vous remercier pour l'occasion que vous offrez au syndicat national des magistrats du Gabon pour porter la voix de ce syndicat auprès de nos populations. Il faut dire déjà qu'il y a 1 an, quasiment jour pour jour, nous avons déposé un préavis de grève auprès de la tutelle pour revendiquer sur les points suivants. Les costumes d'audience, les problèmes le statut des magistrats. Alors avant d'aller plus loin, revenons un peu sur la question du costume justement d'audience. Oui, le costume d'audience, c'est l'outil, c'est l'habit que le juge porte à l'audience. Qu'est-ce qui pose problème à ce niveau? Bon, il y a une certaine lenteur dans la dotation de ces costumes d'audience auprès des magistrats qui doivent être dotés parce qu'ils passent des tribunaux pour la cour d'appel ou de la cour d'appel pour les cours de cassation, les plus hautes juridictions. Je disais tout à l'heure qu'il y a 1 an, nous avons déposé un préavis de grève qui abordait les questions donc du costume d'audience, du statut de magistrat que nous voulions être révisé. Il y avait également la question de la dotation en moyens roulants des magistrats. Il faut dire que la dernière fois que les magistrats du Gabon
ont été dotés en moyen roulant. Ça date de 2011. 2011. Depuis cette date, aucun magistrat n'est doté en moyen roulant. Alors que le décret 0861 du 28 octobre 2013 réglementant l'attribution et l'utilisation des véhicules de service et de fonction précise bien que les magistrats ont droit à ces véhicules de fonction et de service, au même titre que les autres agents de l'État. Et depuis cette date, plus jamais aucun magistrat n'a été doté en véhicule de fonction. Alors que cela constitue... Si vous me permettez, si on peut revenir un temps soit peu sur le nouveau statut de magistrat que vous avez justement introduit au niveau qui est sur la table du gouvernement aujourd'hui. Si on peut revenir un peu là-dessus. Oui, en fait, je faisais le rappel pour constater que il y a un an, nous avons déposé ce préavis de grève. Depuis cette date, nous avons travaillé pour mettre en place un projet de statut, donc le nouveau statut des magistrats. Ce projet de statut a été déposé à Madame le ministre de la Justice et transmis au secrétariat général du gouvernement depuis juin 2022. Et depuis cette date, plus rien. C'est pourquoi, en décembre 2022, nous avons décidé de lever notre suspension du mouvement de grève. Alors, ce statut contenait quoi exactement, ce nouveau statut? Qu'est-ce qu'il contenait exactement? Bien, il faut dire déjà que le statut en vigueur, donc celui que nous utilisons actuellement, il date de 1994. Bientôt 20 ans. Depuis 1994, la justice a énormément évolué. Nous avons eu la création de nouvelles juridictions, nous avons eu la création de nouvelles fonctions, mais également que le juge gabonais n'est plus un juge renfermé sur lui-même, c'est un juge communautaire, avec la mise en place de l'espace OADA. Et un juge communautaire, qu'est-ce que c'est? Un juge communautaire, qu'est-ce que ça signifie? Bien, c'est-à-dire que le juge gabonais est au même titre que les juges des 17 pays de l'OADA, soumis au même texte et soumis à la même jurisprudence de la CCGA, donc la Cour de justice et d'arbitrage qui se trouve à Abidjan. C'est elle qui coiffe tous les 17 pays en termes de droit commercial, de droit de société et d'exécution, des voies d'exécution des décisions de justice. Alors, pour de quand on dit que finalement les hommes de justice sont un peu les hommes les plus gâtés, qu'est-ce que vous répondez justement à cette perception vue par, un peu, on va dire, le commun des mortels? Mais ceux qui le disent ne savent pas. Ils ne savent pas. Venez au palais de justice et vous verrez dans quelles conditions les magistrats travaillent. Il y a des magistrats qui n'ont pas de bureau. Sortis à peine de l'école de la magistrature, ils travaillent à la maison. Il y a, on vous l'a dit tout à l'heure, pendant que d'autres administrations sont dotées en moyens roulants, nous avons des procureurs de la République qui sont à pied. Et comment, après ce constat, dire que les magistrats sont les plus gâtés de la République? Ce n'est pas vrai. La réalité, c'est que nous voulons faire en sorte que le juge gabonais, du moins que la justice, occupe sa place dans l'échiquier de l'organisation de notre pays. Nous avons 3 pouvoirs. Nous avons l'exécutif, le législatif et le pouvoir judiciaire. Que le pouvoir judiciaire exerce réellement sa place. Mais il faut donner à ce pouvoir-là les moyens qu'il faut. Alors, M. Ogandaga, comment se gère aujourd'hui ce mouvement de grève depuis, on va dire, depuis son entame le 19 décembre dernier? Comment se gère aujourd'hui ce mouvement de grève? Bien, ce mouvement, on peut déjà le signaler, il est véritablement suivi sur toute l'étendue du territoire, au niveau de toutes les juridictions et tous les ordres confondus. Nous avons, pour nous conformer bien entendu à la législation, nous avons mis en place un service minimum qui est respecté par toutes les juridictions. Nous attendons tout simplement que la tutelle nous appelle pour pouvoir débuter les négociations qui doivent pouvoir mener à la résolution complète de nos revendications. Est-ce que vous ne pensez pas justement que ces mouvements de grève impacteraient justement, on va dire, les audiences qui étaient déjà en cours aujourd'hui? On ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Nous sommes conscients de ce que cette situation dérange énormément la population. Il y avait des personnes qui étaient en attente de décision,
qui étaient en attente de passer à une audience. Nous avons des personnes en détention. Nous sommes conscients de cela. Et cette situation nous gêne. Mais voyez-vous que si nous voulons une justice performante, indépendante, nous sommes obligés de passer par ce moyen pour pouvoir effectivement mettre le juge à l'abri du besoin. Est-ce que vous pensez qu'avec toutes les difficultés aujourd'hui que votre corporation connaît, notamment avec parfois des erreurs judiciaires, parfois un peu avec la question, aujourd'hui il faut le dire, de la corruption, votre corporation pourrait finalement parvenir à une certaine efficacité dans l'exercice de vos fonctions aujourd'hui? Oui, nous avons l'espoir. Et comment? Par l'adoption de ce nouveau projet de statut. Ce nouveau projet de statut, peut-être n'est pas la panacée, mais va nous aider à régler beaucoup de problèmes. Parce que ce nouveau statut, contrairement à celui qui est en vigueur, qui date de 1994, comme je le disais, celui-ci vient tenir compte de toutes les innovations et tous les standards internationaux qui existent en la matière, donc en matière judiciaire. Ce nouveau statut vient aborder les questions de déontologie, en instaurant dans chaque juridiction des cellules d'éveil et de déontologie, ce qui n'existe pas actuellement. Nous avons dans ce statut... Quelles sont ces cellules de veille en question? Les cellules de veille et de déontologie à question installées dans ces différents cellules? Pour l'instant, ce n'est pas encore, c'est dans le projet du statut. Ces cellules auront vocation à véhiculer les valeurs de déontologie et d'éthique. On les apprend à l'école quand même. Oui. Et pourquoi encore les mettre en évidence dans les cellules alors que ce sont des choses qu'on apprend déjà lorsqu'on est à l'école de magistrature? Les questions de déontologie font partie de votre cursus dans le terme de votre formation, dans le cours de vos formations, je veux dire. Tout à fait. Mais vous savez, la déontologie doit pouvoir accompagner l'agent, le magistrat. En permanence? En permanence. Et lorsqu'il a peut-être oublié ces cours de déontologie, désormais, nous aurons une cellule d'éveil qui sera là, à même de lui rappeler cela. C'est pourquoi nous avons instauré cette cellule de veille qui doit pouvoir accompagner le magistrat et interpeller ce magistrat s'il veut s'égarer de la déontologie du magistrat. Nous voulons également encadrer les fonctions de chef de juridiction. Désormais, il y aurait des listes d'aptitudes pour pouvoir avoir la possibilité d'accéder à ce type de fonction. Nous voulons également instaurer les quotas au niveau des hautes juridictions, des hautes cours. En réalité, tout magistrat ne devrait pas finir sa carrière auprès des hautes cours. Il pourrait effectivement s'arrêter au niveau des cours d'appel et que ce soit la crème des crèmes qui monte au niveau pour respecter bien entendu la pyramide. Alors, Monsieur Justo Gandaga, peut-être une dernière question avec vous. Quelles sont les chances d'aboutir finalement pour désamorcer la grève que vous avez entamée? Nous avons bon espoir. Nous comptons énormément sur le gouvernement pour pouvoir accéder à nos revendications. Le contraire nous aurait surpris. Maintenant, vous savez, c'est l'adoption. C'est l'adoption de ce nouveau statut. Oui. Les magistrats ont travaillé pour mettre en place un nouveau statut qui tient compte des conditions d'entrée, la carrière du magistrat et la retraite du magistrat. Et avec, bien entendu, comme je disais, les conditions de sécurisation des fonctions, mais également les conditions de rappel de la déontologie et de l'éthique du magistrat. C'est un texte qui est attendu par tous les magistrats. C'est l'élément central de cette revendication, de ce mouvement de grève illimité. Donc nous attendons que le gouvernement puisse l'adopter. Et à partir de cet instant, nous pourrons effectivement repartir vers la base pour dire que le gouvernement a adopté ce projet de statut et nous allons donner suite à cela. Monsieur Juste Ogandaga Amboroué, merci d'avoir accepté notre invitation. Restez avec nous pour la suite de cette édition d'information. À l'intérieur du pays, depuis l'éboulement de terrain survenu sur la voie ferrée entre la gare Ofoué et Boué, les provinces de l'Ogooué-le-Loup et du Haut-Ogooué sont littéralement coupées de la capitale. Une situation dont les conséquences inquiètent au plus haut point. Le Premier ministre Alain-Claude Billy-Binzé s'est rendu à Koulamoutou pour toucher du doigt les réalités vécues par ces populations. Estelle Amban
nous en dit plus. À Koulamoutou, dans le Guelolo, l'échange entre la délégation conduite par le Premier ministre Alain-Claude Bilebinze et les autorités administratives, politiques et les opérateurs économiques s'est voulu franc. L'occasion a été mise à profit pour mieux comprendre la situation telle que vécue par les Logovéens plusieurs semaines après l'interruption du trafic ferroviaire, occasionnant de nombreuses difficultés liées à la pénurie des produits de première nécessité et de carburant, la hausse des prix et les difficultés d'accès à plusieurs localités du pays. Le chef du gouvernement a indiqué à ses interlocuteurs les mesures prises par le président de la République. Les instructions du chef de l'État sont les suivantes. Premièrement, rétablir la circulation sur les chemins de fer. Les travaux sont en cours et s'il plaît à Dieu, à la fin de ce mois de janvier, les chemins de fer, le train pourrait recommencer à circuler. La deuxième instruction, c'est d'améliorer le réseau routier national. Et pour cela, tous les moyens de l'État, associés aux partenaires privés, nous allons tout faire pour rendre les voies circulables en toute saison. Pour donner corps à ces attentes du chef de l'exécutif, toutes les composantes du gouvernement sont à pied d'œuvre. Afin de parer au plus pressé, depuis plusieurs semaines, les forces de défense et de sécurité sont mobilisées pour l'approvisionnement en urgence des denrées alimentaires dans les localités impactées. Sur place, Alain-Claude Bilebinze a pu vérifier l'effectivité de cette instruction. Grâce notamment au pont aérien qui a été mis, les produits frais existent. On a de l'huile, on a du lait, on a du beurre, on a du poulet. Donc tout est achalandé, tout existe. Il se pose des problèmes de livraison de gaz. On entend d'y travailler. Pour ce qui est du gazole, il y a déjà des camions qui sont en route au moment où nous parlons. Avant de quitter le Guelolo, le Premier ministre a mis en place une cellule de veille chapeautée par le gouverneur de la province. Prochaine étape, le Haut-Togoué. Toujours à l'intérieur du pays, près de 900 kg de surgelés ont été découverts par les services de l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire de la province du Wellington. Le parquet du tribunal de première instance d'Oyem a de ce pas procédé à une incinération, allais-je dire, de ces produits alimentaires. Maya Medza nous fait le point. Dans la ville d'Oyem, précisément au quartier Aquacam, plusieurs produits alimentaires avariés ont été découverts dans un magasin de la place, grâce à la vigilance d'une dame abonnée. Effectivement, à la date du 10, on avait été saisi par le parquet qui nous a sollicité pour descendre au quartier Aquacam. Aussitôt, nous avons mis une équipe en place pour accompagner monsieur le procureur. Donc arrivé sur les lieux, nous étions ensemble avec les services de l'hygiène et les services de la Gaza. Et sur place, les services de la Gaza ont fait leur mission, qui était effectivement de constater et de confirmer exactement si ces produits est dénoncé par la dame est effectivement avariée. Et suite à cela, une forte quantité a été saisie et à la suite, le magasin a été scellé. Le service de la Gaza qui a aussitôt réagi en communiquant la situation au service d'hygiène et a saisi le procureur de la République. De notre province. Mais ce qui est sûr, la Gaza, les services d'hygiène, ils font leur travail jour et nuit à l'appui du parquet de la gendarmerie. Dieu merci. Et vous êtes aussi, vous aussi en même temps, par la voie de la communication. Le contrôle s'est fait et le preuve en est que ce qui a été saisi n'atteint pas une tonne parce que le contrôle est régulier. Et ça,
Je crois que ça doit donner un exemple aux autres commerçants aussi pour que ça ne se répète pas. Le procureur de la République tape le poing sur la table. Au détriment de la santé des gens, ce n'est pas bien du tout. On a fermé à titre conservatoire, mais si ça se répète, la fermeture après elle est définitive. Au moment, l'État va être très regardant sur ce genre de détails, parce qu'on fait attention à la population. Pour les autorités de la province du Haut-Luntem, la santé des populations est une priorité majeure. Et dans le même élan, le commandant a certifié que l'enquête suit son cours. Voilà, c'est bon. Voilà. Ça, le geste. La suite de cette édition d'information, le quota de 30% de la loi portant accès des femmes aux emplois supérieurs de l'État a-t-elle véritablement été respectée dans la composition du premier gouvernement Alain-Claude Bilibinze? La question préoccupe les esprits de nombreuses Gabonaises. Notre reporter Daniel Bouquin a examiné la représentativité de femmes dans ce gouvernement. Voici son reportage. Sur 45 membres nommés au gouvernement d'Alain-Claude Bilibinze, on compte 13 femmes, dont 7 seulement sont à la tête des portefeuilles ministériels, contre 25 hommes titulaires, notamment Denise Mekamne et Didier épouse Tati, assurant le poste de ministre d'État, ministre des Relations avec les institutions constitutionnelles et les autorités administratives indépendantes. Madame Félicité Ongwori Ngoubli, ministre de la Défense nationale. Madeleine Baird, ministre de l'Emploi et de la Fonction publique et du Travail. Erline Antonella Ndembe, épouse Damas, ministre de la Justice, garde des Sceaux et chargée des droits de l'homme. Edith Ekiri Mounambi, épouse Oyuomi, ministre du Budget et des Comptes publics. Nicole Janine Lidi Roboti, épouse Mbou, ministre de l'Économie et de la Relance. Carméliane Tontoum Leclerc, ministre de l'Éducation nationale, chargée de la formation civique, soit un pourcentage de 28,88, une marge non respectée à 1,12%, marge qui susciterait des questionnements chez plusieurs et qui remettrait en cause la confiance accordée aux femmes dans la direction de projets de grande envergure et de capacité à accomplir des tâches nobles. Comparativement au précédent gouvernement de Rose Christiane Osuka, où on observe un taux en relative baisse. Celui-ci comptait 15 membres de genre féminin sur 33, de manière à faire respecter la loi mise en place par le chef de l'État, soit exactement 45% des femmes dans le gouvernement. Une répartition qui pousse plus d'un à s'interroger sur l'influence du genre de l'ancien Premier ministre, soulignant néanmoins que le présent gouvernement a un ajout de 12 membres, soit 45 au lieu de 33. Pourtant, dès son accès à la magistrature suprême, Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, prône pour la promotion des droits de la femme et la réduction des inégalités femmes-hommes au Gabon. Une position qu'il a d'ailleurs rappelée dans son discours de présentation des vœux du Nouvel An. Je cite, « En tant que pilier des communautés, les femmes font souvent face à une série d'obstacles d'ordre social, économique, culturel qui limitent leur contribution à la société et à l'économie. Toutefois, le non-respect de la parité homme-femme dans le nouveau gouvernement s'élevant à 1,12%, suffit-il pour confirmer les nombreuses allégations de misogynie faites à l'endroit du nouveau chef du gouvernement? Les femmes gabonaises ont-elles le droit de se sentir lésées? Autant d'interrogations qui taraudent les esprits de plusieurs d'entre elles. Le réseau panafricain des jeunes pour la culture de la paix a procédé hier aux jeunes de la restauration des travaux de sa tournée nationale, une initiative qui répond au souci de cette plateforme de la jeunesse de donner une place de choix aux jeunes dans la politique nationale. C'est un compte-rendu d'Alexandre Mbaoundo. Après une tournée nationale, il était question pour le réseau panafricain des jeunes pour la culture de la paix de restituer les travaux de la consultation des jeunes sur l'engagement citoyen et politique. Une initiative qui répond à la problématique des jeunes à se faire une place sur l'échiquier politique national. Et donc, à l'issue de ce travail, nous allons faire un travail de plaidoyer pour aller vers ces différents acteurs pour la prise en compte de toutes ces préoccupations et également des pistes de solutions pour améliorer la participation citoyenne et politique des jeunes. C'est important, pourquoi? Parce que nous pensons que dans notre pays et à
l'instar des autres pays africains, les jeunes constituent la tranche d'âge la plus importante. Et lorsque les jeunes ne sont pas présents là où les décisions se prennent dans les sphères politiques, on a l'impression que leurs attentes, leurs aspirations ne sont pas prises en compte. L'une des recommandations majeures à l'issue de ces rencontres avec les jeunes a été l'accès aux médias. Et dans ce rapport, les jeunes que nous avons rencontrés ont pointé du doigt aux médias. Les jeunes engagés dans des organisations associatives estiment que l'accès aux médias est difficile. Ils n'ont pas toujours accès aux médias lors de leurs activités, lorsqu'ils veulent poser certaines préoccupations. Et donc, ces éléments font partie du rapport dont nous avons fait allusion et nous irons vers les responsables de médias pour présenter ces difficultés, ces préoccupations et voir comment les médias peuvent s'organiser pour ouvrir les portes aux associations des jeunes à travers des émissions, des programmes. Il y a pas mal de choses à faire. Occasion également pour le réseau panafricain des jeunes pour la culture de la paix de tirer la sonnette d'alarme sur la responsabilisation et la formation des jeunes. L'autre élément un peu plus grave, c'est que dans certains partis, il n'existe même pas de section jeunesse. Et donc les jeunes n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre, alors qu'en réalité, ils constituent un maillon important dans ces différents partis politiques. L'autre constat que nous avons fait, c'est que la formation n'est pas une pratique récurrente dans les partis politiques. Une fois de plus, que nous soyons dans l'opposition ou de la majorité, les militants, les sympathisants ne sont pas formés. À titre de rappel, le PAINCOP a pour vocation de mobiliser et de fédérer la jeunesse africaine en vue de la promotion de la culture de la paix et de la non-violence. Celui du Gabon est né le 23 février 2019. L'actualité à présent, hors de nos frontières, un groupe de scientifiques basé aux États-Unis affirme que l'année 2022 est à égalité pour la 5e année la plus chaude jamais enregistrée, poursuivant une tendance à la hausse des températures mondiales et aux conditions météorologiques extrêmes causées par la combustion du charbon, du pétrole et du gaz. C'est un récit signé Sidel Animal. Jeudi, des scientifiques de la NASA aux États-Unis et de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique ont déclaré que les 9 dernières années avaient été les plus chaudes depuis le début des enregistrements modernes en 1880. Les 6 principaux jeux de données internationales compilés par l'Organisation météorologique mondiale pointent tous les mêmes coupables: les concentrations toujours plus élevées de gaz à effet de serre et la chaleur accumulée. Cette carte mondiale montre des anomalies de température enregistrées de janvier 1980 à décembre 2022. Les données produites par le Climate Change Service du Service européen sur le changement climatique Copernicus se basent sur des données satellitaires et sont une référence dans l'observation du réchauffement climatique. Alors que le changement climatique frappe des millions de personnes dans le monde avec des vagues de chaleur, des inondations, des sécheresses et des incendies de forêt, les scientifiques affirment que les gouvernements sont loin de ce qui est nécessaire pour éviter les effets les plus dévastateurs du réchauffement climatique et limiter l'augmentation de la température à 1,5 degré. Les scientifiques ont également déclaré que 2023 serait probablement plus chaude que 2022, qui a bénéficié d'un système météorologique, la Nina, qui entraîne généralement une légère baisse des températures mondiales. Berkeley Earth, un groupe à but non lucratif de scientifiques indépendants, a également noté que 2020 était l'année la plus chaude jamais enregistrée pour 28 pays, dont la Chine, le Royaume-Uni, l'Espagne, la France, l'Allemagne et la Nouvelle-Zélande. Cette année, une vague de chaleur dévastatrice a touché l'Europe, tuant des centaines de personnes et alimentant des incendies de forêt. Un rapport des Nations Unies et de la Croix-Rouge publié en octobre a révélé que 70 000 personnes ont été tuées par les vagues de chaleur de 2010 à 2019. Plus d'hommages du monde sportif à Alain Acosta Suarez, décédé il y a quelques jours à Libreville. Il était âgé de 87 ans. Retour sur la vie de l'homme, son parcours et son palmarès dans un court instant avec Joël Franck-Koulou, journaliste sportif à TV+. Mais avant, je vous propose de suivre la réaction de quelques journalistes sportifs qui ont côtoyé la vie de l'homme. Comme tous ceux qui gravitent autour du sport national, du sport en général et du football, cela a été un grand coup parce que Alain Acosta Suarez reste
ce sélectionneur émérite qui a inscrit véritablement en lettres d'or son nom dans l'histoire de notre sport en général et du football en particulier, en nous qualifiant pour la première fois à des quarts de finale. Ça reste historique, tout comme cette victoire à l'UDEAC en 88. Alain Dacosta, c'était un fin technicien. Et vous le savez, on est au Gabon, mais c'est une réalité mondiale. Il est souvent bien et important d'avoir localement du potentiel qui est mis en avant. Donc, le fait que ce fils du pays ait réussi à nous mettre du baume au cœur, ait réussi à faire vibrer en chacun de nous le pays à travers le football, il reste un grand visage de ce sport. Donc on a, oui, comme tout le monde, j'ai été touchée, comme tout le monde, cela a fait tilt, surtout qu'en 2012, pendant la CAN, il a été l'un des consultants, l'une des personnes ressources durant nos plateaux pour une rubrique qui était appelée la vie, en tout cas pour une rubrique qu'il animait et pour laquelle moi je devais chaque fois aller chez lui afin qu'il nous situe, qu'il analyse les différents groupes, qu'il fasse des analyses sur les avant-matchs et qu'on fasse ensemble des pronostics. Donc j'ai fréquenté quand même pendant cette période quelqu'un de disponible, quelqu'un prêt à servir, quelqu'un qui aimait vraiment le football, qui aimait vraiment ce sport-là, à qui il a tout donné. C'est une grande perte sur le plan national. C'est quelqu'un qui a apporté beaucoup. Donc la majorité des sportifs ou les gens qui sont liés au football en particulier, c'était vraiment très douloureux d'attendre son décès. Maintenant, personnellement, j'ai connu Dacosta, j'étais encore très jeune, seulement de l'école. J'étais à Port-Gentil, il était coach de Petrosport. Et puis allé à Mangasport. Il a amené beaucoup de jeunes générations en équipe nationale d'Azingo National. Ceux qui étaient en équipe junior, comme les Joma Mendom, Giroud Zamba, c'est lui qui les apporte en équipe A pour aller gagner l'UDEAC en 88 à Yaoundé. Et dans la foulée, il prend également l'équipe nationale d'Azingo. Après notre première participation en 1984 en Tunisie, il prend les règnes après la CAN 95 et il nous amène à la deuxième qualification en 1996 en Afrique du Sud et il nous apporte jusqu'en quart de finale. C'est le premier sélectionneur national à mener l'équipe nationale en quart de finale. Il faut retenir de l'homme que Alain Dacosta Suarez est ce premier entraîneur gabonais à conduire le Gabon en quart de finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. Et là, nous sommes en 1996 en Afrique du Sud. Ça a été une véritable prouesse et ça a été applaudi par tous les compatriotes de cette époque. Alain Dacosta Suarez et ses fins techniciens qui étaient très patriotes. On va dire qu'il a été coopté à ce poste d'entraîneur parce qu'il était d'une finesse dans les choix tactiques et techniques des joueurs. Joël Franck Koulou, bonsoir. Bonsoir Jacques. Alors Alain Dacosta Suarez s'est éteint il y a quasiment quelques jours. Alors si on peut revenir un tant soit peu sur les moments et les instants qui ont révélé, on va dire au grand jour, les talents de cet homme qui est aujourd'hui dans l'au-delà. Avant de parler de Alain Dacosta Suarez, vous avez suivi les confrères qui l'ont suivi au jour le jour dans l'exercice difficile de sa promotion qu'est être encadreur et entraîneur sportif. Il faut tout simplement dire que un bref résumé de l'homme en tant qu'individu. Alain Dacosta Suarez est né en 1935. Si on remonte l'histoire, nous étions à l'époque de l'Afrique équatoriale française. Il est né d'un père portugais et d'une mère gabonaise, plus particulièrement d'Omboué. Il a fait pratiquement toutes ses
course, on peut le dire. Il s'est préparé, il a joué au foot, il a commencé les stages d'entraîneur en France avant de regagner le pays. Il a été tour à tour entraîneur à Petro, entraîneur à l'USM, entraîneur à Vautour, entraîneur national, d'abord par les juniors, ensuite les seniors. Donc c'est dire que c'est un monsieur qui va et qui laisse un grand vide. Et lorsque vous avez écouté nos confrères, la majorité reviennent sur la première qualification du Gabon à une phase finale de Coupe d'Afrique et à la première participation en 1994 en Afrique du Sud. Il a réussi à nous amener en quart de finale, ce qui n'est pratiquement rien. L'homme ne s'est pas arrêté là. Ouais. Après ce quart de finale, il a continué avec la Zingo nationale, parce qu'il faut restituer les noms, parce que les jeunes, pour certains, les nés vers les 2000, ils ne connaissent que les Panthères, et c'est exactement en 2000 que l'équipe nationale du Gabon va changer de dénomination. Peut-être revenir, si vous voulez, c'est les raisons qui avaient amené au changement de la Zingo nationale au Panthère du Gabon, ce qui avait... Oui, ça c'était un choix politique. Vous savez, les choix politiques sont difficilement interprétables, mais on peut comprendre qu'à l'époque, à Zingo National, la sélection nationale ne remportait pratiquement rien. C'était des parcours difficiles. Vous savez, les débuts ont toujours été difficiles pour un enfant, surtout quand il apprend à marcher. L'apprentissage du football a été très difficile. Surtout, vous savez que l'on a fait et l'on continue pour beaucoup à faire confiance aux entraîneurs, aux coachs expatriés pour venir nous apprendre ce que nous-mêmes, nous savons déjà faire. Et vous voyez qu'il a fallu tout simplement qu'Alain Dacosta Suarez arriva en 1985 pour essayer de changer la mentalité de l'ensemble du monde sportif en nous qualifiant déjà pour une phase finale de Coupe d'Afrique et en permettant à ce qu'on atteigne les quarts de finale. Mais il ne s'est pas arrêté là parce qu'après, avec la sélection, il est allé au Cameroun en 1988, gagner la Coupe de l'UDA. On va expliquer l'Union douanière des États de l'Afrique centrale. C'est ce qui est devenu aujourd'hui CEMAC. Alors, mais aujourd'hui, on va dire un peu, ce qui est un peu dommage pour les sportifs au Gabon, on a vu le cas avec Zouengema, qui meurt un peu presque dans, on va dire, de manière dans l'anonymat, qui sont presque des oubliés de la République, alors qu'on leur reconnaît quand même un certain mérite. Oui, il faut dire que ça, c'est le politique. Il faut dire que quand vous regardez tous ces sportifs qui sont partis, je pense et je crois que le monde du sport rend hommage à tous ces fils méritants. Mais vous savez que notre seule volonté ne peut pas suffire. Nous rendons hommage, la preuve, nous sommes en direct sur ce 20h en train de rendre hommage à cet illustre fils du pays qui a apporté sa contribution à l'édification d'un Gabon prospère, fort dans le domaine du football, dans le domaine sportif en général. Donc c'est dire qu'il revient maintenant à nos hommes politiques, aux dirigeants, aux gouvernants, de prendre le relais, savoir accompagner ces grands qui partent, savoir leur dire au revoir. Je pense qu'on aura gagné, ne serait-ce qu'un combat avec ceux qui nous attendent au-delà. Joël Fonkolo, avant de poursuivre, regardons un extrait de la réaction des présidents de club de cet illustre disparu qui est Alain Dacosta Suarez. C'est un monument tout simplement pour le football gabonais. Il représente une génération d'entraîneurs qu'on ne pourra peut-être plus avoir avec ce charisme qu'il incarnait. Et je crois que le duo qu'il formait avec M. Yao Martial, l'Ivoirien, qui était son second en équipe nationale, je crois que c'était des meneurs d'hommes. C'était avant tout des pères de famille qui savaient rassembler, qui savaient faire passer leur discours auprès des joueurs, et un discours fédérateur. Donc c'était un exemple, c'était un modèle. Comme je disais tantôt, c'était un monument sur lequel beaucoup d'entraîneurs qui sont même passés avant, d'autres qui sont là aujourd'hui, ce qui beaucoup doivent s'appuyer pour mener à bien au football gabonais au niveau des management. C'est triste. Ce que vous me dites là me fait mal parce que Alain est parti. Il a succombé à une maladie qu'il n'a pas épargnée. Que Dieu ait son âme et
qui le couvre de ses grâces là-bas dans les cieux. Je serai présent avec les parents pour lui dire un dernier adieu. Alors, Joël Francoulou, vous avez réalisé une interview avec l'un des présidents des clubs. Quelle était la relation particulière qu'avait Alain da Costa Suarez avec le coach de l'USM? Le président fondateur de l'USM, Jean Boniface Assélé. Vous venez de le suivre. Chacun ressent la perte à son niveau. Il est très affligé. Quand je le quittais avec toute l'équipe du DEC Sport de TV+, c'était un homme inconsolable parce qu'on le rappelle, en 1987, Alain da Costa Suarez, avec sa formation, avec son club, l'USM, gagnait la Coupe du Gabon. Donc c'est dire que c'est quelqu'un qui connaît l'homme, c'est quelqu'un qui a passé du temps avec l'homme, et vous avez vu sur ces images, l'homme est pratiquement affligé, et je pense que c'est une disparition que beaucoup aujourd'hui n'arrivent pas encore à consommer, mais Dieu a donné, Dieu a repris, et il faut dire que cette fois-ci, il va falloir que les jeunes générations puissent puiser au plus profond des conseils et des enseignements quand il était encore en vie, pour prendre le relais, le flambeau, pour que les encadreurs et les entraîneurs gabonais puissent, pourquoi pas, un jour gagner la Coupe d'Afrique des Nations, se qualifier pour le mondial, atteindre aussi les demi-finales comme le Maroc l'a fait au Qatar, avec les Panthères du Gabon, pourquoi pas, puisque le rêve est permis. D'accord, poursuivons avec la réaction finalement de la Fédération gabonaise de football et après un retour de... À travers son directeur technique national, M. Raphaël Nzamba. Pour nous tous, que ce soit ceux de notre génération ou de la génération d'avant, on a toujours vu le coach da Costa comme un précurseur. Il fait par exemple, c'est un avant-gardiste pour moi. On a le gros souvenir de la période dans les années 90, avec l'apothéose en 96 de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc c'est quelqu'un qui a toujours été présent. On l'a toujours vu de près, de loin, pour ceux qui le connaissaient personnellement. Et nous qui le voyons un peu à distance, on voyait, comme je le disais, un grand professionnel et quelqu'un qui a laissé une belle image, une grosse image au niveau du football gabonais. C'est vrai que ça a été pour nous un pionnier. Et puis, dans son exercice, dans son travail avec les Azingo, j'ai été de ceux qui se sont beaucoup inspirés de lui. Parce que c'était, pour moi, c'était un aîné, je dirais même un père, parce que c'est quelqu'un qui a rempli dignement, correctement, la mission qui lui était dévolue au niveau de notre pays avec Azingo National. Il a connu, je pense, des moments difficiles, je me rappelle bien, où vraiment il a fallu l'amour du pays pour continuer à travailler avec Azingo, parce qu'à un moment donné, il faut dire que c'était difficile, c'était très difficile pour lui, mais il n'a pas jeté l'éponge, il a continué à travailler, et d'ailleurs, toutefois qu'on a eu besoin de lui, il n'a pas hésité à venir au chevet de cette équipe nationale. Je pense que je lui dois beaucoup d'ailleurs, parce qu'en fait, moi j'ai appris au Cameroun, c'est là-bas où j'ai fait mon professorat certifié, et je me rappelle que quand il était question d'écrire mon mémoire, je me suis rapproché de lui. Il m'a donné quelques informations importantes qui ont présidé, n'est-ce pas, à la réussite, n'est-ce pas, de mon travail au niveau de Yaoundé. Et donc, il faut reconnaître que ça a été un père pour beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entraîneurs. Et je pense que sa génération, je crois qu'on peut compter les Bikinda Walker, qui fut son adjoint pendant un temps. Et on peut compter le monsieur Lipopo, Philankembo. On peut compter monsieur Nziroger qui est parti. Ce sont des gens qui ont travaillé à ses côtés, aussi bien à USM, parce qu'il faut reconnaître qu'il a travaillé dans beaucoup de clubs, pas n'importe lesquels. Au Gabon, je ne cite pas de manière chronologique, mais un peu les différents clubs dans lesquels il a travaillé. Il a travaillé à Port-Gentil, je pense à Petrosport. Il a travaillé avec Mangungu, il a travaillé avec USM, il a travaillé avec Mangasport. Je ne sais pas trop si c'est exhaustif, mais je pense que les clubs dans lesquels il a travaillé. Je me rappelle même qu'à un moment donné,
Il a travaillé avec Manga en même temps qu'il travaille avec l'équipe nationale. Et puis, à un moment donné, je pense qu'on lui a demandé de se pencher pour l'équipe nationale. C'est lui, c'est le monsieur qui nous a amené la première qualification en quart de finale, n'est-ce pas, en Coupe d'Afrique avec Azingo. Donc, on lui doit beaucoup. Les autres entraîneurs sont arrivés, mais nous avons la fierté d'avoir été, si vous voulez, je dis qu'on a la fierté d'avoir eu quelqu'un, un Gabonais, qui a été le premier à qualifier notre équipe. Et jusque-là, je crois que ce record n'est pas encore battu. Donc, vous comprenez que ce n'était pas rien. Ce n'était pas rien. Au jour d'aujourd'hui, les moyens ont grimpé, ont augmenté, mais nous restons toujours avec, n'est-ce pas, ce plafond que nous n'avons pas pu, n'est-ce pas, encore dépasser. Alors, Joël Francoulou, peut-être avec vous, aborder, faire une comparaison aujourd'hui entre l'Azingo national tenu par Alain Dacosta Suarez, aussi à l'époque avec Jean Thyssen, mais comparé aussi au Panthère du Gabon d'aujourd'hui. Vous savez, le football, le football en général a connu un boom, si on peut le dire ainsi. Le football a connu un développement qu'on ne peut pas ne pas le reconnaître. Avant, on avait des joueurs qui évoluaient dans un championnat amateur. Aujourd'hui, d'abord le changement est là. Aujourd'hui, nous avons un championnat professionnel, même si bon, on ne sait pas ce qu'on met dans professionnel, mais il est quand même professionnel. Et avant, on avait un championnat amateur qui se basait sur certaines entreprises qui étaient ancrées dans le Gabon profond et qui accompagnaient l'État et le gouvernement dans la formation des jeunes sportifs. Il y a eu des sociétés qui ont eu à manager des clubs. Il y a encore un exemple qui existe, c'est Manga Sport, qui a toujours été l'équipe de la Comilog. Il y a eu plein de clubs, pour ne pas faire aussi de la publicité gratuite à toutes ces entreprises qui continuent de travailler chez nous. Il y a eu ce premier pan-là qui a permis à notre football embryonnaire de se développer. La formation. Est-ce que là, vous voulez parler un peu du malaise du championnat national? Non, on n'est pas dans, je ne suis même pas dans le malaise. On parle de la touche d'Alain Dacosta. Mais la touche d'Alain Dacosta, elle arrive pourquoi? Alain Dacosta, non, Alain Dacosta arrive, c'est un jeune Gabonais, il revient de France. Il a ses diplômes et vous savez qu'on a toujours cette hésitation là chez nous quand on dit le Gabonais est capable de faire. On préfère même sur le continent africain, on a toujours vu le syndrome du blanc, le blanc qui sait tout faire, le noir ne sait rien faire. Mais maintenant, bien sûr, ça c'est aujourd'hui. C'est pourquoi je vous dis c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on forme déjà des formateurs. Le problème du football, il faut former tout ce qui intervient dans le football, à commencer par le joueur. Parce que sans le joueur, il n'y a pas de football. Aujourd'hui, il faut former des joueurs. Il ne s'agit plus d'aller prendre un fiston qui joue dans mon village à Bitama-Mangan pour dire c'est un bon dribbleur, il doit jouer à l'équipe nationale et 2 jours plus tard, il est sélectionné. En fait, c'est que il faut aujourd'hui allier sport-études et c'est ce qui permet d'avoir des joueurs aussi intelligents sur le terrain que hors du terrain. Mais en dehors de ça, Alain Dacosta, quand il arrive, il trouve qu'il y a un réseau, il y a un creuset qui a été bien sûr formaté à travers ce championnat amateur. Il s'appuie sur ce noyau-là et c'est ce qui lui permet d'arriver en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations et de nous hisser jusqu'en quart de finale. Mais aujourd'hui, on est professionnel, on a connu beaucoup de sélectionneurs, les oiseaux rares qu'on est allé chercher du côté de l'Occident, mais qui n'ont pour le moment encore pas battu le record d'Alain Dacosta, parce que si je me souviens bien, on s'est toujours arrêté en quart de finale de Coupe d'Afrique. Donc ça veut dire que là, il va falloir qu'on nous trouve véritablement un oiseau rare capable de nous faire remporter, pourquoi pas, la prochaine édition de la Coupe d'Afrique qui va se jouer en Côte d'Ivoire. C'est peut-être l'occasion pour nous de parler aujourd'hui, on va dire, de la 7e édition du championnat national des nations qui se déroule en Algérie. Avec vous, je voudrais qu'on parle un peu de la configuration, sinon du format de ce championnat. Oui, le CHAN, championnat d'Afrique des nations, qui a démarré en 2009, qui concerne
exclusivement les joueurs qui évoluent dans les championnats locaux en Afrique. Donc ça veut dire que c'est un championnat qui alterne avec la Coupe d'Afrique des Nations, parce que nous sommes à la 7e édition. Puis le Cameroun a organisé la 6e édition. Cette édition avait été remportée par les Lions de l'Atlas du Maroc. C'était en 2020. Donc c'est dire que ils sont double détenteurs du titre, parce qu'ils ont gagné en 2018 à domicile et en 2020 au Cameroun. Et d'ailleurs, le Maroc, il devait participer justement à cette compétition pour des raisons, on va dire, de conflit avec l'Algérie. C'est finalement à la dernière minute désisté. Est-ce que ça ne va pas impacter justement Désister, je pense qu'on ne va pas dire désister. Vous savez, le président de la Confédération africaine de football, jusqu'à ce qu'on donnait le coup d'envoi, puisque quand vous avez démarré le 20h, c'était le match d'ouverture qui oppose en ce moment l'Algérie face à la Libye. Le président était confiant en disant qu'il continuait les négociations avec la partie algérienne. Il faut tout simplement dire que le Maroc, qui est voisin à l'Algérie, a demandé une dérogation pour un vol spécial Rabat-Constantine, et les autorités algériennes ont refusé cette dérogation tout simplement parce que depuis pratiquement un an, l'Algérie et le Maroc sont en conflit diplomatique à cause de l'objet principal qui est le Sahara occidental. Ça, c'est politique. J'espère que au niveau du sport et du football en particulier, Motsepe, le président de la Confédération africaine de football, trouvera des solutions pour permettre aux doubles détenteurs de cette compétition, pourquoi pas, de participer à cette 7e édition du CHAN. Il faut dire que l'expertise gabonaise a été aussi sollicitée dans cette compétition en termes d'arbitrage, si vous en parlez. Oui, malheureusement, les Panthères ont été éliminés, donc on ne participe pas. On n'a pas une équipe qui nous représente. Heureusement, on a la Confédération africaine, avant le début de cette 7e édition de la Coupe du CHAN, Championnat d'Afrique des Nations, a retenu 40 arbitres. Parmi les 40 arbitres, nous avons 29 centraux, donc un Gabonais, et bien sûr, nous avons 19 assistants, donc un Gabonais. Donc nous avons 2 représentants, donc on peut dire que les Panthères du sifflet sont bel et bien présents en Alger pour cette 7e édition du Championnat d'Afrique des Nations de football. Joël Francoulou, merci pour ces précisions, et voilà qui met d'ailleurs un terme à cette édition d'information préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci d'être resté en notre compagnie. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h. Au revoir.